Bien, bonsoir à tous. Merci de votre présence. Je me présente rapidement. Je m'appelle Jean-Yves Marie. Je suis français. J'habite en Belgique. Et j'ai fait la plus grande partie de ma carrière professionnelle au Luxembourg, ce qui me permet donc d'affirmer que je suis un peu européen. À côté de mes activités professionnelles, j'ai également développé... Ça m'entend, non ? Oui, ça va. Ça va ? On entend au fond ? Je vais m'entendre comme ça. J'ai donc développé un certain intérêt pour l'histoire de la Seconde Guerre mondiale en général, pour la campagne de France en particulier, au travers au départ de la ligne Maginot, puis ensuite par l'ensemble de la bataille, ce qui m'a amené à plusieurs reprises à parler des événements qui se sont passés au Grand-Duché de Luxembourg et qui ne sont pas si négligeables que ça. Avant d'aller plus loin, un petit commentaire sur les deux petits films que vous venez de voir. Vous avez vu un film allemand qui vous montre la progression de la Wehrmacht, que rien n'arrête et qui traverse les villes sans s'arrêter. Et sur le film français, vous avez vu qu'on a passé l'accent sur les réfugiés qui sont contraints de quitter leur domicile et de partir pour l'exode, ce qui est évidemment un côté beaucoup plus larmoyant pour donner un petit côté plus sensible aux gens qui vont regarder le film. On rappellera cependant que lors de l'attaque allemande du 10 mai 40, ce sont quand même la France et l'Angleterre qui ont déclaré la guerre et qui donc doivent assumer les problèmes de l'exode, qui est un sujet à lui tout seul, qu'on ne développera pas ce soir, mais qui est certainement pas inintéressant dans la mesure où il favorise l'agresseur, puisque les réfugiés vont dans le même sens que lui et que nécessairement il bloque les troupes qui vont dans l'autre sens. Enfin bon, ça c'est un autre débat. Bon, donc on va parler un peu du 10 mai 40 au Luxembourg. Les événements sont globalement connus. À force d'étudier cette campagne, on constate une chose, c'est que tout ce qui s'est passé le 10 mai 40 à Luxembourg n'est pas fortuit. Tout a été soigneusement préparé par les Allemands et tous les événements du 10 mai 40 sont liés. Donc c'est ce que je vais essayer de vous démontrer au travers de cet exposé, en commençant par l'état des forces en présence le 9 mai 40. À tout seigneur, tout honneur, on commencera par le Luxembourg, ensuite la France et finalement l'Allemagne, parce que tout découle de l'enchaînement que je vais vous démontrer. Le 3 septembre 1939, lorsque la France et le Royaume-Uni déclarent la guerre à l'Allemagne, le Luxembourg sait qu'il va nécessairement devenir un champ de bataille obligé. Que ce soit d'un côté ou de l'autre, quelqu'un, tôt ou tard, va traverser le territoire luxembourgeois. Or, le Luxembourg est un pays qui n'a pas d'armée. Il a juste une petite armée symbolique de 300 hommes. C'est un pays qui est en neutralité non armée. Ça veut dire que même s'il est attaqué, il ne peut pas se défendre. Ce qui, en contrepartie, lui permet de revendiquer sa neutralité. Le problème, c'est qu'il se trouve sur la voie des invasions et qu'il va falloir trouver une solution pour non pas arrêter l'envahisseur, mais au moins ne pas lui faciliter la vie. Dès septembre 1939, le gouvernement luxembourgeois va faire barrer tous les ponts qui relient l'Allemagne au Grand-Duché par des barrages en pierre sèche contenus à travers d'un certain nombre soit de poutres, de madriers ou même carrément de pierres. Il faut savoir que le Grand-Duché présente la particularité d'avoir toute sa frontière avec l'Allemagne qui est jalonnée par des cours d'eau, ce qui veut dire que l'agresseur doit, à un moment ou à un autre, passer ces cours d'eau, et donc le fait d'obstruer les ponts va nécessairement gêner sa progression. Et puis comme il ne se passe rien sur le front, en décembre 1939, le Grand-Duché va prendre une mesure plus radicale. Attendez, ça je vais un peu trop vite là. Ceci, c'est le pont de Schengen en septembre 1939. Donc, il a été obturé par des sacs de terre et le pont est encore intact. Il ne va pas le rester longtemps parce que les Allemands vont le faire sauter parce qu'ils craignent à un moment donné que des troupes françaises le traversent
et pénètrent en Allemagne par une voie différente de celle qui est la voie normale par Apac et Sierck. À partir, donc, comme je le disais, de décembre 1939, le gouvernement luxembourgeois prend la décision de faire barrer tous les axes qui viennent de France et d'Allemagne par un système de blocs de béton qui vont barrer les routes, et ils vont confier les travaux à un ingénieur luxembourgeois qui s'appelle Schuster, et les travaux qu'il va faire vont s'appeler la ligne Schuster tout naturellement. Alors le principe il est simple, c'est que sur chaque pont, à la sortie des ponts, il y a un barrage en chicane, c'est-à-dire en fait 2 murs de béton qui sont espacés d'à peine 1 mètre et qui permettent le passage d'une personne, mais pas d'un véhicule. Et puis en arrière, et c'est là que c'est le plus intéressant, il y a ce qu'on appelle les barrières métalliques, qui sont en fait un système ingénieux qui a été conçu donc par cet ingénieur et qui consiste à avoir une porte métallique qu'on ouvre ou qu'on ferme à volonté. Et le moment décisif, c'est-à-dire le jour où l'attaque allemande va se déclencher, eh bien ces portes vont être verrouillées de manière irréversible. C'est-à-dire qu'en fait, dans la serrure, il y a un système de verrou qui va descendre dans la porte et il ne sera plus possible de les ouvrir. Donc, on voit ici le système. Il y a 2 murs qui empêchent un véhicule de prendre son élan pour forcer le barrage, et derrière le barrage avec la porte qui se ferme du côté ami, de manière à ce qu'elle ne puisse pas l'enfoncer facilement. Donc, ces barrages vont être construits malheureusement on va commencer en janvier 1939, alors que vous le voyez, il y a de la neige, ce qui évidemment est une très mauvaise période pour couler du béton. Mais enfin, bon, il fallait faire au plus pressé, donc on a commencé en janvier 1939. Alors vous avez ici, sur le pont de Rhénich, le fameux barrage en chicane. On voit le passage sur le mur à gauche, et vous avez un deuxième mur derrière, et donc on peut juste laisser passer des piétons. Donc voilà un exemple de barrage de route complet. Merci. Avec donc, comme je vous l'ai montré, les chicanes et ensuite le barrage à l'arrière-plan. Alors bon, quelques autres exemples. Voici le barrage qui est construit à l'entrée de Rumelange, donc avec la porte qui a été ouverte. On voit ici une porte fermée, donc elle n'est pas très haute, et au-dessus il y a un système de barbelés pour empêcher quelqu'un de la franchir facilement. Voici le même modèle, mais fermé. Donc là, elle est en position verrouillée, et donc en principe, on ne peut plus passer. Alors il y a eu également 2 barrages de voies ferrées qui ont été instaurés, dont un ici, que vous le voyez, à Wasserbillig. La maison à l'arrière-plan existe toujours. Voilà pour le Luxembourg. Donc il est prisonnier des événements, il ne peut pas prendre d'initiative, il doit subir. Du côté français, c'est évidemment tout à fait différent, parce que la France ne peut pas laisser les Allemands pénétrer impunément au Grand-Duché de Luxembourg et s'emparer des mines et des installations industrielles qui leur donneraient évidemment un regain de puissance. Il faut savoir que d'après une étude récente, le fait qu'en 1914, les Allemands aient mis la main sur les bassins sidérurgiques d'Eschurelzet et de Briey-Longwy, elle leur a permis de continuer la lutte pendant 2 ans. Donc on ne veut pas renouveler l'expérience, si bien que la cavalerie française va se retrouver à avoir un rôle particulier, c'est celui de pénétrer au Grand-Duché, de s'y maintenir le plus longtemps possible, pour que des groupements de destruction viennent faire sauter les puits de mines et toutes les installations industrielles afin qu'elles ne tombent pas aux mains de l'ennemi. Alors, le problème est que la cavalerie au début de la campagne est uniquement une cavalerie montée, c'est-à-dire que la 3e division de cavalerie a 4 régiments qui sont encore à chevaux. À côté de ça, ils ont quelques engins blindés, mais c'est évidemment un peu léger pour aller affronter les troupes aux ennemis.
Donc en janvier 1940, on va transformer ces divisions de cavalerie en divisions légères de cavalerie, ce qui pourrait penser qu'on les appauvrit, mais en fait on leur supprime une brigade de cavalerie pure, c'est-à-dire 2 régiments montés, et en contrepartie on leur donne 2 régiments mécanisés, un régiment d'automitrailleuses et un régiment de dragons portés. Donc, toutes ces troupes vont s'assonner le long de la frontière luxembourgeoise, notamment dans la région de Saône, Ussigny et Haut-d'Altiche. Donc ici, on voit des officiers du 3e RAM. Voilà. Et toutes ces troupes sont massées dans un environnement tel qu'à un moment donné, le commandement, le général Conway, il commande la 3e armée à Metz, va prendre l'initiative de formaliser sur le terrain l'avancée des troupes devant la ligne Maginot. Et il va ordonner de construire une excroissance qui va partir plus ou moins de l'ouvrage de Fermont et qui va suivre la frontière jusque pratiquement Volmerange. La partie la plus importante, c'est celle qui est face à Lons-la-Ville et Esch-sur-Alzette, et c'est là qu'on va commencer à construire des blocos. Alors il y en a un certain nombre qui vont être construits, d'autres qui vont être commencés, mais cette position, évidemment, en 1940 ne sera pas terminée puisqu'on va la commencer en avril 40. Il faut savoir que l'hiver 39-40 a été un des plus froids du siècle et que la température descendait au mois de février jusqu'à moins 20. Ce qui, évidemment, ne permet pas de faire des travaux. Il a fallu attendre le redout pour commencer, et évidemment, ces travaux n'étaient pas terminés. Tout le secteur ressemblait à ça, c'est-à-dire des blocos en construction avec des terrassements tout autour. Alors, il y a eu quelques blocs de terminés, notamment celui-ci qui était près de Lons-la-Ville, juste à la frontière avec Redange. Ce bloc, je ne sais plus s'il existe toujours ou s'il a été détruit, mais enfin, les autres blocs de Lons-la-Ville ont été détruits. Enfin, voilà le type de bloc qu'on a commencé à construire pour y mettre une mitrailleuse ou un canon anti-char. Du côté français, donc, le principe, c'est qu'on va essayer de rentrer le plus possible au Grand-Duché, et pour ce faire, l'armée française va déployer sa cavalerie entre Lons-la-Ville et la Moselle. Alors, elle a une division légère de cavalerie qu'elle va centrer sur la région Esch-sur-Alzette jusqu'à Jumelange. Et puis, de chaque côté, ça va être des divisions de cavalerie qui appartiennent à des divisions d'infanterie. C'est compliqué, mais dans l'armée française, chaque division d'infanterie avait un groupe de cavalerie. Donc, on va trouver à cheval sur la route Thionville-Luxembourg, 2 groupements à cheval, et puis ensuite on trouvera le groupement le plus important, celui qui est en face de Esch-sur-Alzette, ensuite un groupement qui sera devant Soleuvre, qui est un régiment, 2 régiments de spahis marocains et algériens, et enfin devant Lons-la-Ville, 2 groupements de cavalerie. Donc tout ça va rentrer au Grand-Duché de Luxembourg dès que l'ordre d'alerte sera donné. Le plan a été mis au point pendant tout l'hiver 39-40, et il est évident que tant qu'on ne bouge pas, on ajoute des plans au plan, et on peut considérer que le 10 mai 40, on est fin prêt. Du côté allemand, les choses sont tout à fait différentes. Il faut savoir que les Allemands ont conçu un plan, avant 1939, pour préparer un éventuel combat vers l'ouest. Le plan adopté est une variante du plan Schlieffen. Il va consister à envelopper la ligne Maginot et à se rabattre vers Paris. Le 11 janvier 1940, il y a un événement qui se produit, qui est fortuit, c'est qu'il y a un avion allemand perdu dans le brouillard, se pose par erreur en Belgique, à Maas-Mechelen. Et dans cet avion, il y a un officier de la Luftwaffe qui transporte avec lui tous les plans de l'invasion à l'ouest. Alors il va tenter de les détruire en les jetant dans un poêle. Les Belges qui l'avaient arrêté vont réussir à en récupérer une partie, et ils se rendent compte qu'ils ont devant eux le plan d'invasion de la Belgique. Donc ils vont communiquer ça parcimonieusement
aux Français et aux Anglais, puisqu'ils sont neutres, donc ils n'ont pas normalement le droit d'avoir d'opération avec eux. Et finalement, l'opération, le fait d'avoir trouvé ce plan, du côté allié, va être mal interprété dans la mesure où on va craindre que ce soit une intoxication. Du côté allemand, c'est beaucoup plus fâcheux, puisque tout le plan allemand est dévoilé. Donc il faut concevoir un nouveau plan, et à ce moment-là, il y a officiellement, le général von Manstein, qui va proposer une variante du plan précédent, qui va consister à traverser les Ardennes avec une masse blindée la plus importante possible, et de percer la Meuse à Sedan pour ensuite envelopper toutes les armées alliées qui sont dans le nord et notamment avancées en Belgique. Alors ce plan, il nécessite que 4 divisions blindées au départ traversent le Luxembourg pour aller vers Sedan. Mais les Allemands ont une grande crainte, et elle est exprimée à plusieurs fois dans les Kriegspiel, c'est qu'évidemment, ces panzers vont défiler devant la ligne Maginot et ils prêtent le flanc à une contre-attaque dans leur flanc qui pourrait les dissocier et les empêcher de continuer. Donc, lorsque les stratèges allemands se penchent sur la carte et qu'ils regardent le Luxembourg, par rapport à ce qu'ils avaient en septembre 1939, beaucoup de choses ont changé. D'une part, le Luxembourg a construit des barrières sur tous ses itinéraires, et d'autre part, du côté français, on a réalisé la position avancée de Longwy, qui est interprétée par les Allemands comme une base de départ pour attaquer une éventuelle armée qui passerait devant la ligne Maginot. Donc, il faut donc réussir à faire passer 2 Panzerdivisionen à travers le Luxembourg sans qu'elles soient attaquées de flanc. Alors, la première mesure qu'ils vont prendre, elle les concerne, c'est qu'ils vont rajouter une 3e division, qui est la 10e Panzer, qui sera accompagnée par l'Infanterie Regiment Großdeutschland, et qui a uniquement pour but de protéger l'avance des 2 autres. Maintenant, évidemment, on voit que les Allemands ont recensé la présence de 3 divisions légères de cavalerie, et qu'évidemment, il a intérêt à trouver une parade pour éviter que ces régiments n'interviennent. Et c'est là qu'on se rend compte que tout ce que les Allemands ont fait le 10 mai 40 au Luxembourg est soigneusement préparé et qu'il n'y a pas d'improvisation. On va essayer de le voir au travers des documents suivants. Donc les Allemands, ils ont un avantage, c'est qu'ils ont une rive qui est surélevée par rapport aux rivières luxembourgeoises et ils peuvent observer à loisir les barrages que les Luxembourgeois ont fait sur les ponts. Et également, ils vont avoir des agents qui vont se rendre à l'intérieur du pays pour voir à quoi ressemblent les barrières métalliques. Parce qu'évidemment, ils ne peuvent pas les voir depuis leurs rives. Et cet espionnage, ils essayent de le faire par tous les moyens. Partout où ils ont des vues sur le Luxembourg, ils vont regarder comment ils peuvent progresser. Et surtout, ils vont concevoir un système pour passer au-dessus des barrières luxembourgeoises. Donc le principe, ça va être de couper les rails au chalumeau et ensuite de mettre des rampes qui passent de chaque côté et qui redescendent de l'autre. C'est une phase de l'opération. La première, bien évidemment, va être d'envoyer des troupes motorisées en moto qui vont traverser les fleuves à gué. Enfin, les fleuves, les rivières, la Loure et la Sûre, à gué, et puis qui vont ensuite commencer à pénétrer au Grand-Duché. Pendant ce temps-là, on met les rampes en place et on commence à faire passer les premiers engins blindés, et directement après, les pionniers vont s'attaquer à toutes ces constructions pour les détruire le plus rapidement possible. Alors ici, c'est après les convois hippomobiles, j'ai une photo du même montage avec un carriole et des chevaux. Malheureusement, j'ai oublié de la mettre, donc désolé. Et alors, de l'autre côté de la Moselle, négligemment, les Allemands vont commencer à construire des petits débarcadères pour lesquels on ne peut pas leur faire de reproches, mais qui commencent à inquiéter sérieusement les autorités luxembourgeoises,
Parce qu'évidemment, ils se rendent bien compte que ce n'est pas anodin. Voilà. Alors, plus curieusement, cette photo d'ailleurs assez étonnante, le 8 mai 40, il y a des autobus allemands qui se sont arrêtés le long de la Sûre et de l'Our, et des touristes qui sont descendus, qui se sont baladés le long des rives, et qui se sont aventurés sur les ponts. Toujours pareil, rien à leur dire. Le Luxembourg est neutre, ils ont le droit d'aller jusqu'à la barrière qu'on voit à l'arrière-plan, on voit les rails qui remontent. Donc on peut dire qu'ils sont venus se documenter vraiment sur place. Bon, un peu de neuf de ce point. Alors, les Allemands ont programmé un certain nombre d'opérations pour réussir leur traversée du Luxembourg. La première d'entre elles va consister, si possible, à empêcher que les Luxembourgeois verrouillent leurs barrières blindées, leurs barrières métalliques. Donc, ils vont faire quelque chose qui est absolument illégal, c'est-à-dire que devant les premières et deuxièmes Panzerdivisionen, qui sont chargés de l'effort principal, ils vont faire pénétrer au Luxembourg en soirée du 9 mai 40 des soldats en civil qui appartiennent à une unité spéciale qui est le Bau-Undler Bataillon ZBV 800 par les Warthunder. Bon. Et donc ces hommes vont s'habiller en civil, c'est-à-dire ils vont porter des manteaux civils sur leur uniforme allemand, et le but c'est de surprendre les douaniers luxembourgeois avant qu'ils n'aient le temps de fermer leurs portes. Donc ça c'est vraiment la première phase de l'opération, c'est ce qu'on pourrait appeler une espèce de 5e colonne, mais elle est renseignée dans les documents, dans les archives des 1er et 2e Panzer, qui sont informés que des agents en civil vont agir devant eux. Donc, les fameuses barrières blindées sont sous la coupe des douaniers luxembourgeois qui portent un casque avec une bande blanche. Cette bande blanche est synonyme de neutralité. Donc ils sont armés, certes, mais ils ne peuvent pas tirer les premiers. Donc il y a un certain nombre de ces douaniers qui sont affectés chacun à une barrière, mais ils n'y logent pas en permanence. Ils sont dans des casernements qui sont à quelques centaines de mètres des barrières. Donc le 9 mai 40 au soir, ces commandos en civil traversent la frontière et se dirigent vers leurs objectifs respectifs. Or, il se fait que du côté luxembourgeois, on est particulièrement attentif à ce qui se passe, et il y a plusieurs indices qui vont laisser penser au gouvernement luxembourgeois qu'une attaque se prépare. Il y a tout d'abord des mouvements d'aller et venue d'agents considérés comme suspects qui ont été repérés, et d'autre part, il y a également des informations qui proviennent d'agents alliés travaillant donc pour les alliés mais qui sont en Allemagne ou qui sont en délégation reliée à l'Allemagne. Et puis la troisième chose, c'est qu'évidemment toute l'armée allemande qui se met en place le long de la Moselle, de l'Our et de la Sûre fait du bruit. On n'amène pas 3 divisions de panzer sans nécessairement faire de bruit à un moment donné. C'est bien qu'à 3h15 du matin, la gendarmerie, sur l'ordre du gouvernement, donne l'ordre à tous les douaniers de fermer les portes blindées. Donc elles sont toutes verrouillées, il n'y en a pas une qui a échappé à cette fermeture. Et lorsque les agents allemands parviennent sur leurs objectifs, ils doivent constater que toutes les portes sont malheureusement fermées et que leur opération a totalement échoué. Alors ils vont faire preuve de violence inutile. Il y aura 3 douaniers qui seront rafalés et qui seront grièvement blessés, un autre sera grièvement blessé à un autre endroit. Et le plus malheureux, c'est qu'un civil, un entrepreneur qui passait par là à la barrière de Mersdorf, a descendu de son camion et les Allemands ont interprété ça comme un geste hostile et ils l'ont abattu. C'était M. John.
Donc l'opération a échoué, passons à la deuxième phase de celle-ci. La deuxième phase, elle va consister à venir aveugler la ligne Maginot. Alors en termes militaires, aveugler, ça veut dire qu'on va mettre des troupes devant, de manière à ce que les troupes qui sont en face n'aient plus leur liberté de mouvement. Et du côté allemand, donc, comme je vous l'ai dit, c'est pris très au sérieux, et ce ne sont pas moins de 4 divisions d'infanterie qui vont être chargées de venir se répandre dans la position avancée de Longwy. Or, quand on regarde la carte, les Allemands doivent d'abord traverser la Moselle, puis ensuite pivoter vers la frontière, et il y a de grandes chances pour que la cavalerie française soit avant eux sur un certain nombre de points stratégiques. Donc pour éviter ça, les Allemands vont avoir recours une nouvelle fois à une opération un peu spéciale, c'est qu'ils vont utiliser des petits avions, des Fiesler Storch 156, pour déposer le plus près possible de la frontière, des soldats qui vont transporter dans ces avions. Or, malheureusement, peu importe, ces avions ne peuvent transporter à la fois que 2 personnes, 2 soldats avec leur équipement. Et il est prévu que pour chacun des points où on va déposer ces soldats, on va déposer 10 soldats qui vont devoir tenir un carrefour. En attendant que les Fiesler Storch retournent à leur base qui n'est pas de trêve, l'aéroport de Rennes, rembarquent 2 gars et les ramènent à nouveau sur les points concernés. Ça veut dire que si l'attaque se développe tout de suite, les Allemands vont être bousculés. Si ça se passe avec un peu de retard, ils seront un peu plus renforcés. Et ainsi de suite. Bien entendu, on ne va pas les abandonner, ces braves gars, et il se fait qu'il y a 2 colonnes allemandes qui sont prévues pour, dès qu'elles ont passé la Moselle, foncer le plus vite possible pour venir renforcer les fameux points tenus par ces aéroportés. Et entre les deux, il y a une division de cavalerie qui s'avance, c'est le groupement Hellermann, qui évite d'avoir un trou entre les 2 autres groupements. Alors on voit ici 2 appareils qui reviennent de leur première rotation, qui vont se poser et vont repartir immédiatement. Alors bien entendu, toute opération ne se fait pas sans perte, et à l'atterrissage, il y a plusieurs appareils qui se sont retournés, et conformément aux instructions, eh bien, les pilotes les ont incendiés, tous ces épaves, dans un champ. Alors l'opération va se dérouler avec d'autant plus de réussite que du côté français, on va complètement louper son entrée en scène. En fait, le haut commandement français est informé à peu près vers 3 heures, comme les Luxembourgeois, qu'il se passe des choses étranges sur les frontières belges, hollandaises et luxembourgeoises, et il transmet un ordre d'alerte à ses unités. Cet ordre d'alerte, pour des motifs obscurs, n'arrive que vers 5 heures. Il est retransmis aux unités comme ça un peu plus tard, donc à chaque fois on prend du recul dans les délais, et puis ensuite il y a la mise en place des unités qui doivent s'équiper, démarrer, il y a personne qui stationne juste derrière les barrières de la douane, et donc tous ces engins doivent venir s'aligner avant de pénétrer au Grand-Duché. C'est bien qu'en fait, du côté français, on va rentrer au Grand-Duché vers 8 heures du matin. Or, les Allemands sont rentrés au Grand-Duché à 4h35, heure française, 5h35, heure allemande. Donc ça veut dire que le délai d'intervention est de 3 heures de différence. Or, en 3 heures, on traverse le Luxembourg. Donc, ça veut dire que dès le départ, l'opération française va lamentablement échouer, alors que l'opération allemande va réussir. Les Allemands ont prévu 5 Stoßtrupp. Le premier, c'est celui qui est sous les ordres du colonel Heydrich, et lui, il est sur la route de Pétange. Ensuite, il y en a un qui est sur la route qui va vers Luxembourg.
Le plus important, c'est le Stolzfurt Postwald, il est derrière Esch-sur-Alzette. Il y en a un autre, Stéphane, qui est près de Differdange, d'Udelange. Et le cinquième, il est sur la route Thionville-Luxembourg, c'est le groupement Lauer. Dès le départ, donc, la cavalerie française va se trouver bloquée par ces différents bouchons. Alors, le plus dramatique, ça va être à Esch-sur-Alzette, puisque lorsque la cavalerie démarre, non seulement les Allemands sont là où ils devaient être, c'est-à-dire au carrefour de l'Allange, mais en plus, comme ils ne voient rien se passer, ils vont déjà se répandre dans la ville et commencer à tirer des coups de feu à droite à gauche, ce qui va avoir pour conséquence ultérieurement de penser qu'un certain nombre d'Allemands étaient en fait des Luxembourgeois déguisés. Donc on voit ici une camionnette du service de santé qui passe la douane à Oudaltich. On a la chance d'avoir un reportage très complet sur ce qui s'est passé à Esch-sur-Alzette, parce que le service cinématographique des armées, par pure coïncidence, se trouvait auprès de la 3e DLC quand les opérations ont commencé. Si bien qu'ils ont fait un reportage très important, avec de très nombreuses photos et un film, et que donc on a une vision assez intéressante de ce qui s'est passé à Esch-sur-Alzette. Donc voilà. Là, on voit les troupes du génie qui enlèvent des chicanes, des chevaux de frise qui ont été placés juste avant le tunnel, pas le tunnel, mais enfin le pont au rail et la route qui passe en dessous. Ensuite, les pelotons motos sont venus s'aligner devant la frontière. On voit le fameux mur de briques, on le verra mieux sur la photo suivante, où on voit ce peloton moto qui attend de pouvoir passer au Grand-Duché. Quand on voit la tête des motocyclistes, on se rend compte qu'ils ne transpirent pas de joie. Et il faut se dire que dans ce premier peloton qui va rentrer au Grand-Duché, il y en a 2 qui seront morts directement après. Donc, l'entrée au Grand-Duché se fait à Esch-sur-Alzette, se fait donc à 8 heures. On voit ici les chicanes établies par les Luxembourgeois. On voit à l'arrière-plan la barrière métallique, mais elle n'a pas été fermée face à la France. Et donc, la 3e division légère de cavalerie peut rentrer tranquillement à Esch-sur-Alzette. Ici, on voit des soldats qui discutent devant le poste de garde, le poste de douane, qui existe toujours aujourd'hui. Ah, bah, décidément. Là, c'est le service de santé qui s'est installé un petit peu en retrait de la zone des combats. Quand je précise que c'est le poste du docteur Soubiran, il faut savoir que le docteur Soubiran a écrit plusieurs livres, dont un qui s'appelle « J'étais médecin avec les chars », dans lequel il relate dans le détail les événements d'Esch-sur-Alzette. Donc voilà le plan de Esch. On a vu la douane française, la douane luxembourgeoise. La plupart des événements vont se situer dans la zone 3, mais il y a beaucoup de troupes qui vont se répandre également dans la zone 4, où elles vont devoir faire face à des tirs venant du Prinsenberg. Et alors, les automitrailleuses du 3e rame suivent le trajet en brun que l'on voit, et ils vont arriver au carrefour de l'Allange, que vous voyez avec une barre verticale, et d'ores et déjà vous voyez l'endroit avec un petit rond, on va en parler peu après. À Rumelange, les premières pertes, c'est une automitrailleuse du 3e RDP qui s'est emmêlée sur les rails du tramway. Les chenilles ont patiné, elle s'est mise de travers, elle a basculé dans le fossé. Les 2 personnes qui étaient à bord ont évidemment voulu en sortir, ils ont été abattus immédiatement. On voit ici leur tombe provisoire, avec 2 jeunes luxembourgeois qui se réfugient devant. Vous avez ensuite la tombe actuelle, et vous avez la plaque qui a été apposée à Rumelange en commémoration de cet événement. Donc à Esch-sur-Alzette, l'automitrailleuse de tête, celle du maréchal des logis Garnier, arrive en face du barrage Oswald et
est-ce qu'elle ne s'est pas rendue compte, ou bien est-ce qu'elles étaient camouflées? Toujours est-il qu'elle saute sur une mine. Cette mine arrache les deux roues du véhicule et elle va tuer le conducteur de l'engin et blesser grièvement le maréchal des logis Garnier qui décédera dans la soirée. Donc l'avance française se termine là, au carrefour de la Lange, qui a totalement changé. Donc inutile de refaire trop de photos actuelles. Bon, j'ai essayé d'en faire une, mais elle n'est pas d'une qualité probante. Et alors voilà la même scène, mais vue de l'autre côté. Donc on a l'automitrailleuse qui a perdu ses roues, les rails du tramway, et puis ensuite la ligne droite qui rentre en ville. Donc ça donne une idée de l'endroit où se trouvait le barrage allemand. Alors pendant ce temps-là, le reste de l'unité se répand dans Esch-sur-Alzette. Alors ce qui est intéressant de voir, c'est que vous avez la population locale qui regarde, mais qui n'est pas du tout effrayée. Ils sont plutôt en train de se dire, bon ben c'est bien, ils ont l'air de passer leur chemin, ça ne va pas durer très longtemps. Donc ici on est pas loin de la gare, donc les soldats s'abritent derrière le mur qui longe les rails, et vous avez comme point de repère sur la gauche cette belle maison qui en 1940 était ce qu'on peut dire un bel immeuble et qui aujourd'hui se trouve bien toute petite à côté de ce qu'on a construit à côté. Vous voyez sur la photo en couleur, en contrebas. Je ne sais pas si je peux éclairer. Non. Peut-être comme ça. Ah bon, sur la photo en contrebas, la première maison à gauche, c'est celle qui est ici à gauche également. Donc les soldats français ne vont pas plus loin. On les voit qui sont en train de guetter pour voir si les Allemands avancent. Ils ont mis un camion-citerne de travers, ce qui est un peu interpellant dans la mesure où c'est un camion-citerne d'essence. Enfin bon. Voilà ici un fusil mitrailleur qui est toujours le long de la voie ferrée. Il y a effectivement des tirs qui descendent depuis Prinsenberg et qui prennent toute l'avenue de la gare sur leur feu. Encore une autre vue de ces soldats. Ils attendent. Et puis, bon, le colonel Lafayette, qui commande le détachement d'Esch-sur-Alzette, va considérer que c'est un peu dommage de ne pas réussir à forcer le barrage que les Allemands ont établi. Il va d'abord envoyer 3 chars de son groupement qui vont attaquer de face, mais qui vont se heurter à un canon anti-char qui va leur causer des dégâts dans les chenilles et va les obliger à se replier. Heureusement, il a sous la main encore une autre compagnie, ce sont des chars indépendants du 5e bataillon de chars de combat, et il va envoyer 2 sections pour essayer de détruire la résistance allemande. Une des sections va attaquer frontalement, donc par le même chemin que l'automitrailleuse, et l'autre va faire un détour pour essayer d'arriver dans le flanc de la barricade. Malheureusement, alors là on va voir les chars qui traversent Esch-sur-Alzette. Donc là, bon, l'endroit est bien connu, hein. En plein centre, là. Voilà, bon, j'ai mis la photo actuelle en dessous, mais tout le monde connaît cet endroit. Les 3 chars qui attaquent dans le flanc de la barricade vont prendre comme itinéraire l'espèce de champ qui est de part et d'autre du Diebach. Et malheureusement, ce champ a été plus ou moins inondé et c'est un véritable marécage et les 3 chars vont s'enliser. Du moins 2 d'entre eux vont s'enliser tout de suite, le 3e va essayer de sortir de là et va s'enliser également. Donc ça fait 3 chars qui sont perdus, sans que les Allemands aient eu à intervenir. Bon, évidemment, après ils vont poser autour des chars intacts, c'est leur premier contact avec l'ennemi, et ça permet de voir déjà 3 chars complètement annihilés. Alors bien entendu, ce qui va se passer à Esch-sur-Alzette va donner naissance à une légende qui est celle de la 5e colonne. Ce n'est pas spécifique à Esch-sur-Alzette. Partout où il y a eu des événements inexpliqués, on a évoqué la 5e colonne.
Et donc, la 5e colonne, c'est en fait tiré de la guerre d'Espagne. On a considéré que pour attaquer Madrid, il y avait 4 colonnes qui avançaient sur la ville et que les habitants de la ville étaient la 5e colonne à l'intérieur. Donc, l'idée est reprise en 1940 et on va voir des soldats allemands partout, déguisés en n'importe quoi, en prêtres, en bonnes sœurs. Le film Week-end à Zuidkoop, qui est excellent par ailleurs, montre une scène où 2 bonnes sœurs sont en fait des soldats allemands qui sont en train de se faufiler parmi les réfugiés. Donc évidemment, dans cette 5e colonne, on va leur attribuer un tas de choses. Ils se branchent sur les téléphones du commandement général, ils passent des faux ordres. Enfin, c'est vraiment des surhommes parce qu'on ne voit pas comment, en se branchant sur un flux téléphonique, on arrive nécessairement au quartier général. Enfin, toujours est-il que les événements d'Esch-sur-Alzette et ensuite ce qui va se passer à Longwy, qui ont fait l'objet d'un livre de Pierre Ordonny qui s'appelle 5e colonne et commando en 1940, dans lequel, bien évidemment, il accrédite cette légende d'une 5e colonne à Esch-sur-Alzette. C'était d'autant plus crédible qu'évidemment, le fait que des Allemands habitent à Luxembourg ou que des Luxembourgeois soient sympathisants allemands peut effectivement se traduire par une aide au moment de l'attaque. Évidemment, pour qu'une 5e colonne soit efficace, il faut qu'elle soit informée en permanence. Vous n'êtes pas censé savoir quand est-ce que les événements se déroulaient. Si bien que tout ça n'est pas très crédible et on n'en trouve aucune trace dans les archives, alors que les opérations qui ont eu lieu sur la Sûre ont été documentées dans les documents allemands. Alors voilà une voiture qui est à la douane d'Altich, et il y a un soldat français qui montre le trou qu'il y a dans le capot. Bon, trou qui peut être provoqué par une balle venant de n'importe où, notamment par le commando Oswald, qui a effectivement quand même tiré quelques coups de feu. Alors, pour démentir cette légende, on voit ici des soldats qui se baladent tranquillement dans Esch-sur-Alzette, et en fait, c'est l'équipe qui vient du service cinématographique des armées, et on voit notamment la personne à droite avec sa caméra, c'est lui qui va filmer les événements. Donc il n'a pas l'air d'être trop stressé. Ici, on voit la rue des Écoles, qui a d'ailleurs disparu, avec pas mal de monde qui se balade, des soldats, mais également de la population. Tout a l'air très calme. Un autre exemple, c'est cette photo où une famille luxembourgeoise sympathise avec des soldats français. Donc on est très loin d'une 5e colonne. Bon, un rapide point sur l'exode des Luxembourgeois qui va découler évidemment de l'entrée des Allemands au Luxembourg. C'est un sujet qui doit être traité à part. Je l'évoque simplement parce qu'évidemment, dans les gens qui partent, il y a la grande-duchesse Charlotte et le prince Félix, qui vont tout d'abord gagner la gare de Rodange et attendre de voir comment évoluent les événements. Et vers 7 h du matin, on les avertit que les troupes allemandes sont déjà dans Rodange, donc ils vont se résoudre à passer la frontière à 8 h. Leurs enfants vont faire un périple un peu plus long, mais finalement ils vont également passer la frontière avec le lieutenant Konsbruck. La barrière de Rodange était restée ouverte, ce qui évidemment a permis à la cour du Grand-Ducal et les voitures qui les accompagnaient de passer en France et d'être ensuite conduits vers Paris. Alors les premiers réfugiés sont sommairement contrôlés, puisque directement, dès l'attaque allemande, ceux qui ont des voitures vont avoir le privilège de partir tout de suite en ayant pris une valise et deux sacs à vivre. Et puis, par la suite, on va se trouver confronté à un reflux massif, notamment à pied. Et ça va être beaucoup plus contraignant, parce que non seulement ça va gêner les troupes françaises, mais en plus, à un moment donné, il faut détourner des engins pour les évacuer. Et là, on a réquisitionné des camions pour récupérer les réfugiés et les emmener à la gare d'Audun-le-Roman, où ils seront ensuite évacués par train. Bon, passons à la suite, les autres opérations sur la frontière. Il n'y a pas que Esch-sur-Alzette, bien évidemment. Il y a également Differdange, et là, non, c'est pas Differdange, c'est Ludelange, une erreur de ma part.
où là on constate également que les soldats français se mélangent à la population qui n'a pas l'air très inquiète. Les troupes françaises ne dépasseront pas du Lange. En fait, les groupements de cavalerie qui vont essayer de rentrer au Luxembourg vont se heurter à la 76e Infanterie Division qui a traversé à hauteur de Rémiche et s'est rabattue tout de suite sur la frontière. C'est bien qu'elle est pratiquement avant les troupes françaises sur tous les villages frontières et ils ne vont pas dépasser la zone Aspelt, Mondorf, Differdange. Et on voit ici la destruction qui a été faite à Mondorf. Alors ça, c'est la destruction française. Du côté luxembourgeois, il y avait la fameuse barrière, et du côté français, il y avait une destruction. Une destruction, ça veut dire qu'on va bourrer la route avec de la dynamite, et quand on se replie, là, on fait sauter tout, si bien qu'il y a un grand trou qui empêche de passer pendant un certain temps. Même constat à Frisange, où la destruction qui a joué a fait voler en Angleterre toutes les tuiles et tous les murs des habitations locales. L'église a été reconstruite, pas de problème. Les seuls qui vont réussir à faire quelque chose, ce sont les spahis. Les spahis qui sont une brigade, au genre du colonel Giffraud, comprend 2 régiments, un régiment de spahis marocains et un régiment de spahis algériens. Ces 2 régiments sont des régiments à cheval et les troupes maghrébines sont excellentes combattantes. Donc elles vont réussir, en s'affranchissant des routes, à pénétrer assez loin en territoire luxembourgeois. Elles vont se heurter à la barrière de l'Oberst Edrich, qui donc est le commandant de l'opération. Et après un certain temps, elles vont réussir à la faire tomber parce que, grâce à leurs chevaux, ils ont pu contourner la barricade et l'attaquer pratiquement par l'arrière. Donc il y a eu une dizaine de tués du côté allemand et ils n'ont pas réussi à avoir quand même le chef du détachement qui a pu se replier. Ils vont continuer leur cavalcade jusqu'à Limpach. Et là, ils vont tomber sur les avant-gardes allemandes. Le lieutenant qui galopait en tête à prendre une balle en pleine tête, de même que son officier adjoint, et la cavalcade va s'arrêter à hauteur de Limpach. Mais c'est eux qui ont été les plus loin et c'est eux qui vont rester le plus longtemps au Luxembourg. Là où ça va mal se passer, c'est au Prinsenberg, parce qu'ils vont se trouver nez à nez avec les Allemands qui débarquent déjà et qui vont les heurter de plein fouet sous bois. Donc il va y avoir un combat particulièrement violent sous bois et ça va se traduire par la mort de 28 spahis. Un certain nombre d'Allemands également. Et puis, comme à un moment donné, il y a un PC qui était plus ou moins menacé, le commandant du groupement va faire intervenir un groupe de GRM, c'est-à-dire des gardes qui sont frontières, qui ne sont pas spécifiquement des soldats, enfin si, ce sont des soldats, mais ce n'est pas franchement des combattants. Il va les engager dans la bataille, et ceux-là vont subir de lourdes pertes, notamment le chef du détachement et tous les chefs de section. Donc c'est un endroit où les spahis ont payé très cher le prix de la bataille. Le 4e groupement, qui était le groupement Le Sage, on n'en parle même pas parce que lui, il est arrivé devant la barrière de Lons-la-Ville, qu'on a vu bien ouverte, et ils ont prétendu que les Allemands étaient déjà là, si bien qu'ils n'ont pas été plus loin. Ils sont repliés. Donc, opération pas très grandiose. Le long de Lourdes et de la Sûre, donc on a vu que les Allemands avaient mis des rampes. Elles n'étaient pas exclusivement destinées aux engins blindés. On voit ici un convoi hippomobile qui grimpe d'un côté pour redescendre de l'autre, qui doit être assez sportif, avec les chevaux qui sont arc-boutés vers l'avant et la remorque qui les pousse vers l'arrière. Enfin, toujours est-il que tous les ponts ont été équipés avec ce genre de truc. Voici ici le pont de Dasbourg, qui va donner directement accès à Clairvaux. Là aussi, les troupes allemandes vont déferler.
elles vont se diriger vers Clairvaux, puis ensuite Bastogne. Donc on voit ici un engin blindé qui est exceptionnel dans une division d'infanterie. Il y avait un certain nombre de groupements qui avaient été mis à disposition des unités. Et une de ces unités avait l'occasion d'avoir 4 engins de ce genre. Ce sont en fait des canons de 75 montés sur chenilles. Alors, maintenant, on va voir comment va se dérouler toute l'opération principale, c'est-à-dire en fait la traversée du Luxembourg par les blindés. Il est clair que n'ayant aucune opposition, le principal adversaire, ça va être le terrain. Les premières et deuxièmes Panzer vont traverser dans la région de La Rochette, Mersch, dans toute une zone qui n'est pas spécialement accessible, et ils vont avoir une certaine difficulté à progresser. Je vais trop vite. Voici donc que la deuxième Panzer va rentrer au Luxembourg par Rothe, donc on monte du côté allemand pour arriver au poste de douane qu'on voit à l'arrière-plan, et on redescend ensuite de l'autre côté vers Vianden. Alors une chose intéressante qu'il faut souligner, c'est que sur les chars allemands, vous voyez ces fameux bidons d'essence de 50 litres qui vont prendre le nom de jerrycan. Or, jerrycan, c'est le nom américain ou anglais. Can étant le bidon en anglais, donc les jerry chez les Allemands, donc c'est le bidon allemand. Et en fait, ce bidon allemand, il est très intéressant dans la mesure où, au fur et à mesure qu'il les vide, il les jette sur le côté. Les unités de maintenance qui suivent récupèrent les bidons, les remplacent et les remplissent et vont les ramener aux chars qui avancent. Donc ils ont toujours une réserve de carburant avec eux, évidemment pas en plein combat, parce que le moindre coup là-dedans mettrait le feu au char. Mais pendant toute la période de progression, on donne l'essence, alors que du côté français, on en a encore au gros bidon de 50 litres, et il faut une pompe Japy, pour pomper jusqu'à ce que le bidon soit vide, pour mettre de l'essence dans le réservoir. Et un bidon de 50 litres, c'est peu. Il en faut plusieurs pour remplir le réservoir d'un char. La première division, elle va traverser à Wallendorf avec comme objectif Martelange. Bon, c'est moi qui fais ça ou quoi? Donc là, on les voit qui sont à Wallendorf, en train de passer sur les fameuses rampes en bois. Donc ça permet de voir à quoi elle ressemble de près. Celle-ci est déjà un peu endommagée, sans doute par le passage des chars. Et ils redescendent de l'autre côté. On voit ici un munition schlepper, c'est-à-dire un engin blindé, transport de munitions, ce qui est indispensable également dans toute progression. Il faut que les munitions suivent pour ravitailler les chars dès que la bataille est engagée. Aussitôt, les pionniers vont s'attaquer aux obstacles de béton, et à leur grande surprise, ils vont se désagréger assez facilement, parce qu'évidemment, ils ont été construits en hiver. Et qu'en hiver, le béton n'a pas bien pris. Les Allemands vont appeler ça du Schumi-Béton. Donc, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Donc, ce qui fait qu'ils vont aller relativement vite. Généralement, ils vont faire ça au marteau-piqueur, mais dans certains endroits où il n'y a pas d'habitation, ils vont faire ça à l'explosif. C'est l'avantage d'aller plus vite. Donc, on voit ici la première Panzer qui passe l'obstacle de Grundhof. Donc, on les voit ici dans un sens. On va les voir de l'autre côté. L'autre qui permet de voir la photo actuelle, où la végétation a un peu poussé. Et puis, voilà, tout ce qu'on voit, vaille que vaille, la première Panzer a l'avantage d'être sur un itinéraire relativement praticable, puisqu'elle passe par Diekirch, et qu'ensuite elle va passer par Ettelbruck. On voit ici un convoi d'artillerie qui traverse le centre-ville, qui n'a pas tellement changé, on peut dire. Et puis finalement, ils vont se retrouver à Martelange, où ils passent la frontière, et c'est là qu'ils vont avoir leur premier engagement contre les chasseurs ardennais qui occupaient les petits blocs construits le long de la frontière. Engagement qui va se terminer par la mort de 3 soldats belges et évidemment par la destruction de la résistance. Par contre, après à Bodange, ça sera un peu plus difficile.
Là, ici, on voit un Stuc 3, le même engin que tout à l'heure, qui se faufile dans une rue de Rédange, en direction de la frontière belge. Alors, la 10e Panzer, elle, donc, comme je vous l'ai dit, elle a comme rôle de flancarder les deux premières, la première et la deuxième, et donc, elle ne bénéficie pas des opérations nocturnes destinées à détruire les barrières, afin d'empêcher qu'elles soient fermées avant l'offensive. Si bien qu'elle doit se débrouiller toute seule, mais finalement ça ne se passe pas si mal, puisque rapidement elle parvient à ouvrir les fameuses barrières, et elle va traverser le Grand-Duché assez rapidement. Voilà, on les voit ici qui passent le pont de Bollendorf, pareil, toujours les fameuses rampes. On les voit arriver ici à Echternach, puisqu'en fait ils ont passé par Bollendorf et Echternach. Donc on voit la maison de douane. La barrière est juste derrière. On voit aujourd'hui, ça s'est un peu dégagé. Et puis, suite à ça, ils vont arriver à Arlon, où là, ils vont avoir leur premier engagement contre la 2e division légère de cavalerie, qui, elle, progresse en direction de la frontière luxembourgeoise par Virton, par Étal, et par, comment t'appelles déjà, j'ai oublié devant, Vence. Et donc, l'accrochage est assez sérieux. Les Allemands vont avoir des pertes, notamment en termes d'officiers, puisqu'ils vont perdre leur premier chef de corps, le lieutenant-colonel Hillermann qui commandait le SR 69, le Schützenregiment 69. Du côté français, ça ne va pas être léger non plus, puisqu'ils vont perdre 3 ou 4 automitrailleuses dans la bagarre et un certain nombre d'hommes qui vont être tués dans la défense d'Étal. Donc dès le premier jour, cette unité va être au contact et ça va être assez sérieux comme engagement. Alors ici, il y a une carte qui montre la traversée du Grand-Duché par les Allemands, les itinéraires empruntés. Ce qui est intéressant de voir, c'est que l'attaque démarre à 4h35 du matin, et malgré les obstacles, malgré les difficultés, la 2e Panzer arrive à la frontière belge à 10h30, la première Panzer y est déjà à 8h30, et la 10e Panzer, celle qui est la plus handicapée, est déjà sur la frontière belge entre 9 et 10 heures. Donc la traversée du Luxembourg s'est déroulée de manière tout à fait favorable, et il n'y a pas eu de contre-attaque comme le craignaient les Allemands. Cependant, les craintes allemandes n'étaient pas vaines, puisque la 3e DLC d'une part, la 2e DLC qui s'est battue à Étal, vont faire craindre aux Allemands que les Français les attaquent pendant la nuit ou au matin du 11 mai. Et le général Van Kleist, qui commande le groupement blindé, va préconiser de mettre la 10e Panzer en défensive, c'est-à-dire de la faire pivoter sur ses axes pour qu'elle se trouve face à la frontière française. Guderian, qui commande les 3 divisions qu'on a ici, qui est donc le subordonné de Kleist, va refuser qu'on fasse pivoter la 10e Panzer parce qu'il veut l'utiliser comme 3e division pour franchir la Meuse. Finalement, les deux hommes vont arriver à un compromis et vont la faire remonter vers le nord pour qu'elle se dérobe à une éventuelle attaque qui, de toute façon, n'aura pas lieu. La cavalerie française sans prétendre de passer à la frontière. Donc, on voit ici les 5 divisions qui vont servir à couvrir la progression des Panzerdivisionnels. Elles vont traverser la Moselle et se rabattre le plus vite possible sur la frontière. 5 divisions, c'est énorme sur un espace aussi restreint, ce qui veut dire que les Allemands avaient vraiment peur qu'il y ait une contre-attaque dans leur flanc. Ces unités vont se mettre en place le long de la frontière. La 17e Infanterie Division va attaquer Longwy et sa position défensive. Et le 14 mai, lorsque la position sera tombée,
elle va arrêter toute opération. Du côté français, on s'attend à ce qu'elle attaque la ligne Maginot, bien non. Elle va rester sur place, idem pour les autres divisions. En fait, on voit bien qu'elle n'avait pas d'autre mission que d'empêcher la cavalerie française de venir dans le flanc des Panzerdivisionen. Alors bon, on voit un peu comment les unités ont traversé la Moselle. Ben, évidemment, à partir du moment où ils avaient déjà commencé à faire des débarcadères, c'était plus facile. Donc on voit ici le pont qui était en construction à Temels. Ici, on voit comment se font les premières traversées. Ce sont des pontons sur lesquels on entasse un certain nombre d'hommes, de motos, de temps en temps un véhicule. Et comme ça, on peut déjà faire traverser des hommes pendant qu'on construit le pont avec les mêmes pontons qu'on va lier les uns aux autres pour faire un pont de bateau. Donc le résultat, on va le voir un peu plus loin, voilà. Voilà les fameux bateaux qui supportent les pontons qui vont permettre de faire un pont le plus rapidement possible pour permettre aux unités qui attendent de franchir la Moselle. Donc on voit ici que du côté allemand, on avait aménagé des rampes pour atteindre la rive de la Moselle, ce qui montre bien que les préparatifs ont été faits au grand jour, et que bon, du côté luxembourgeois, on savait à quoi s'attendre, même si on ne pouvait évidemment rien faire. Aussitôt sur l'autre rive, les Allemands vont commencer à dégager les ponts, comme ici à Rémisch. Alors à Rémisch, non seulement il y a la double barrière de béton, mais derrière il y a un trou, et ensuite il y a encore un gros tas de gravier ou de poussière, peu importe. Donc c'était vraiment un barrage très solide que les Allemands vont s'empresser. Ben, c'est ici, on le voit, ils sont en train de le démanteler et ils bouchent le trou en mettant des planches au-dessus de l'orifice. La 15e division, elle, quand je dis qu'elle parade, c'est qu'en fait elle va traverser Luxembourg, mais pas s'y arrêter. Elle a pour mission de continuer en direction de Montmédy, mais c'est elle qui passe le plus près de la ville. Donc bon, on voit effectivement qu'elle ne reste pas en ville et qu'elle s'empresse de continuer. On voit ici qu'il continue à passer dans la grande rue. Et ensuite, là, ils prennent l'avenue de Longwy, ce qui est un peu étonnant. Enfin bon, oui et non, je devrais aller plutôt vers Arlon, mais enfin bon, on les voit tourner ici, à un endroit qui a bien changé aujourd'hui, si bien que je n'ai pas mis de photos actuelles. Tous ces mouvements se font sous l'œil des observateurs aériens, et les premiers alors les observateurs aériens, ce sont les Français qui vont envoyer au-dessus du Luxembourg des hypothèses 63 qui sont chargés de faire de la reconnaissance photographique. Bien évidemment, ces appareils sont peu armés, donc ils ont du mal à se défendre contre la chasse allemande, et sont également victimes de la décès allemande qu'on appelle la Flak. Et un certain nombre d'entre eux vont être abattus, notamment celui-ci qui s'est abattu au Luxembourg, et l'équipage a été tué. Les Britanniques, eux, vont être plus efficaces dans la mesure où ils vont envoyer au-dessus du Luxembourg des ferry battles de bombardement qui vont essayer de détruire les colonnes qui sont en dessous. Malheureusement, le ferry battle est un avion totalement démodé en 40, il est très lent, très peu maniable, et beaucoup d'entre eux vont être abattus. Ça va être un véritable carnage. Tout au long de la campagne, tous les ferry battles étaient systématiquement abattus. À tel point qu'au lieu d'être à 3 dans les avions, à la fin, ils ne partaient plus qu'à 2 pour être sûr qu'au moins ils sauvaient un homme. On voit celui-ci qui s'est posé sur le ventre à bonne voie. Donc, c'est qu'on voit ces attaques aériennes, malheureusement, contrairement aux Allemands, étaient des attaques qui étaient faites par 3 appareils maximum. Ce qui évidemment ne donne pas beaucoup de résultats, alors que les Allemands attaquaient par vagues beaucoup plus importantes et qu'évidemment ils pouvaient taper un premier tapis de bombe qui n'aura certainement pas la puissance dévastatrice des tapis américains ou britanniques, mais toujours est-il que les pauvres ferry battles avec leurs 3 bombes en dessous ne faisaient pas beaucoup de dégâts. Alors voilà, en une journée au Luxembourg, eh bien, je ne veux pas dire que la guerre est finie, mais en tout cas les opérations actives sont finies. Il va encore bon, évidemment, elles ont coûté cher. On voit ici des corps qui ont été rassemblés, des Spahis du 6e régiment de Spahis. Bon, évidemment,
c'est d'autant plus dramatique pour ces soldats qu'en fait, c'est pas leur guerre, pour être honnête. C'est-à-dire l'armée française les a enrôlés, certainement qu'ils y ont trouvé des avantages, mais ils ont aussi trouvé, pour beaucoup, la mort. Le Luxembourg est constellé de plaques qui rappellent tous ces événements. Bon, j'en ai mis quelques-unes ici. Je veux dire, c'est bien de voir que ces événements ne sont pas oubliés, que les monuments sont entretenus et que bon, il y a des plaques un peu partout. Les Allemands ont eu beaucoup de pertes également. Ils ont enterré pas mal de leurs hommes dans les cimetières qui existaient, où il y avait de la place. L'avantage de celui qui occupe le terrain, c'est qu'il a le temps de faire des tombes, et donc il s'applique un peu plus que celui qui se replie et qui abandonne ses morts sur le terrain. Enfin bon, souvent les Allemands ont enterré les soldats français comme les leurs. Là, c'est 4 cavaliers du groupement Ellermann qui ont laissé leur vie dans l'aventure. On voit sur le panneau 10 mai 40. C'est des jeunes soldats qui n'ont pas eu l'occasion de fêter la victoire allemande. Alors les Français, en se repliant, vont faire jouer un certain nombre de destructions. On voit ici le viaduc de la Société minière des Terres Rouges qui a été démoli par une charge de destruction qui devait être assez importante pour cisailler le côté, comme on l'a cisaillé. Ici, on voit une travée qui a été également sectionnée directement. Donc là, les charges explosives ont été mises directement sur les montants métalliques, c'est les a cisaillés nets. Il va y avoir un certain nombre de destructions au Luxembourg, à Pétange, à Dudelange, à Esch-sur-Alzette évidemment, qui ne vont pas être le fait des combats, mais qui vont être le fait que lorsque la cavalerie française sera pliée derrière la ligne Maginot, l'artillerie lourde longue, la ligne Maginot, c'est-à-dire l'artillerie d'intervalle, va tirer sur le Luxembourg en tir aveugle. C'est-à-dire on va faire du tir de harcèlement en disant bon, on va tirer sur tel carrefour, il y a sûrement quelqu'un, on va tirer dans telle rue, ce serait étonnant qu'il n'y ait pas un camion ou une voiture, et le résultat c'est que ça ne tombe pas toujours au milieu de la route, ça tombe sur les maisons, beaucoup seront détruites, notamment à Differdange, à Dudelange qui va payer un lourd tribut. J'ai mis quelques photos de destruction, il y en a beaucoup d'autres, notamment près de l'église ou la cathédrale, je sais pas exactement. Et les installations minières, bien entendu, ont été en grande partie démolies par les charges de destruction des groupements de destruction, qui cependant n'ont pas atteint leurs objectifs, puisque la cavalerie n'a pas été en mesure de leur assurer une couverture suffisante. Par contre, les Allemands, bien entendu, vont récupérer du matériel intact et ils vont récupérer des wagonnets chargés de minerais, ce qui est évidemment une bonne affaire pour eux. Et pour conclure, eh bien, comme je vous l'ai dit, le 11 mai 40, la 3e division légère de cavalerie va encore faire le coup de feu dans Esch-sur-Alzette. Il y aura des combats désordonnés, on ne sait pas trop qui tire sur qui. Il y aura encore des violents combats sur la ligne Ferme-Marsin-Baison-Bleu, près de la Sauvage. J'ai été voir la ferme Marsin et la propriétaire a eu la gentillesse de me donner 2 photos de sa ferme en 40. Elles sont tellement mauvaises qu'on ne peut rien faire avec. Mais enfin bon, toute la zone a été évidemment détruite par l'artillerie et les combats. Le 13 mai au soir, toutes les troupes qui étaient en avant de la ligne Maginot sont repassées derrière, si bien que le Luxembourg n'a plus aucune troupe autre que les Allemands sur son territoire. Et bien évidemment, les combats allemands vont continuer à traverser le Grand-Duché pendant toute la durée de la bataille de France, ne serait-ce que pour amener des troupes fraîches et du ravitaillement. À partir de la fin de la bataille de France, commencera la véritable occupation du Grand-Duché, avec toutes ses contingences, ses contraintes, ses déportations et tout ce que le pays va subir. Mais pendant tout le temps de la bataille de France, les Allemands n'avaient pas l'occasion de s'occuper trop de ce qui se passe au Luxembourg, donc le Luxembourg va rester sans problème jusqu'à cette date, c'est-à-dire jusqu'à fin juin 40. Voilà, j'en ai terminé, j'espère que ça vous a intéressé. Et si vous avez des questions, je peux éventuellement y répondre.